Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette émission spéciale Questions d'actualité sur la neutralisation par les forces armées maliennes d'un des plus grands terroristes de l'État islamique au Sahel, Abou Ouzeifa dit Hugo. Ce terroriste de renommée était responsable de plusieurs attaques contre les populations civiles nigériennes et maliennes dans la zone des trois frontières. Il faisait partie du groupe qui a attaqué les forces spéciales américaines à Tango Tango au Niger en 2017, attaque qui a coûté la vie à des soldats américains et nigériens. C'est pourquoi d'ailleurs sa tête avait été mise à prix par le département d'État américain à hauteur de 3 milliards 400 millions de francs CFA. C'est donc une cible de haute valeur qui vient d'être abattue par les forces armées maliennes au cours d'une opération d'envergure menée avec professionnalisme. Pour en parler, nous recevons sur ce plateau le lieutenant-colonel Youssouf Diakité, représentant de l'état-major général des armées. Il faisait partie des planificateurs de l'opération qui a conduit à la neutralisation du terroriste Hugo. Bonsoir, mon colonel. Bonsoir, M. Damélé. Félicitations et bienvenue. Fier d'avoir planifié et reçu ce grand coup. C'est un plaisir pour moi et c'est l'objectif de nos hauts hiérarchies par rapport à tout ce qui concerne les terroristes dans le secteur. Merci. Une fois de plus, bienvenue. Merci. Notre deuxième invité est M. Moussa Ag Acharatouman. Il est membre du Conseil national de transition, membre de la Commission défense et sécurité du CNT, ressortissant de la région de Ménaka et il est le secrétaire général du MSA. Bonsoir, M. Acharatouman. Bonsoir. Bienvenue. Vous êtes d'ailleurs l'un des premiers à avoir tweeté cette information sur cette belle victoire des femmes. Comment vous l'avez su et appris? Donc, merci beaucoup. Merci de m'avoir donné l'opportunité de parler et d'argumenter devant les téléspectateurs de l'ORTM et devant les populations maliennes et le monde entier. Vraiment, mes encouragements et mes félicitations aux forces de défense et de sécurité qui viennent de réussir un grand coup. Bon, l'information, moi, je l'ai reçue parce que tout simplement, je suis du coin. Et comme vous le savez, les informations remontent très vite. C'est vrai que nous, en tant que civils, on peut se permettre de diffuser un certain nombre d'informations, ce qui n'est pas le cas des forces de défense et de sécurité qui doivent prendre le temps minutieusement de regrouper toutes les informations avant de faire une communication officielle qui est effectivement arrivée 24 heures après. Mais c'est vrai que moi, j'ai communiqué très tôt, dès le dimanche, sur la neutralisation d'Abou Ouzeifa dit Hugo. Nous allons de toute façon voir tous les contours de cette opération dénommée Djougou et Nini. Une fois de plus, bonsoir et bienvenue. La date du 28 avril 2024 restera à jamais gravée dans les annales militaires du Mali. L'histoire retiendra en effet que c'est ce jour que l'armée malienne a neutralisé un redoutable terroriste dénommé Abou Ouzeifa dit Hugo avec certains de ses lieutenants au cours d'une opération terrestre dans la zone d'Indélimane. Une opération mûrement réfléchie, planifiée et exécutée avec brio par les forces armées maliennes qui confirment une fois de plus leur montée en puissance. Retour sur les temps forts de cette opération d'envergure avec Ibrahima Traoré. Les forces armées maliennes sur le terrain sont fortement engagées pour rechercher et neutraliser les groupes armés terroristes. Des missions conjointes sont menées sur tout le territoire, à terre et dans les airs, pour traquer les ennemis et les mettre hors d'état de nuire. C'est justement au cours d'une de ces opérations, le 28 avril dernier, que les FAMA ont neutralisé l'un des redoutables chefs terroristes du nom de Abou Ouzeifa, dit Hugo. Retour sur une opération d'envergure menée avec professionnalisme par les FAMA. Ce dimanche, 21 avril 2024, à 6 h du matin, les troupes de plusieurs bataillons étaient mobilisées pour le départ dans la zone de Dangourou, sous le commandement d'officiers maliens. Pour eux, il était temps de mettre en pratique leur stratégie d'exécuter l'opération qu'ils ont minutieusement et patiemment planifiée depuis quelques jours. Tous les détails opérationnels, logistiques, météorologiques, informationnels sont étudiés et connus. Avec le moral au top, la rage de combattre avec fierté, le départ est donné. Objectif de cette opération de grande envergure dans le Liptako, secteur de Indélimane, traquer et neutraliser les groupes armés terroristes, mais aussi de sécuriser cette partie du territoire malien et protéger les braves populations. Avant même d'arriver dans la zone ciblée, première embuscade déjouée par les FAMA lors de la traversée du fleuve Niger. Des terroristes neutralisés ainsi que du matériel de guerre récupéré.
Les troupes continuent leur progression durant 6 jours, sous haute tension et en alerte maximum. Plusieurs embuscades ont été déjouées. La détermination des troupes au sol avec l'appui des vecteurs aériens ne laisse aucun répit aux groupes terroristes qui fuient en laissant derrière eux des armes et munitions, des moyens de communication, des tenues militaires et même du matériel roulant. Fafa, Amalounou, Tin Dimbali, Indeliman, Tin Agoref, forêt de Sorori, Dangarous, Inaïs, Tiringit, toutes ces localités ont été passées au peigne fin par les Fama. L'étau se resserre inexorablement sur les forces obscurantistes qui cherchent désespérément un trou de souris pour s'échapper. Malgré la fatigue qui se fait sentir, les Fama marchent sans répit, traquent l'ennemi sans relâche. Le dimanche 28 avril 2024, aux environs de 12h30, un important accrochage se déclenche à Indeliman. Les Fama sentent de la résistance, mais les troupes s'y attendaient. Après plusieurs heures de combat, l'heure est au bilan. Plusieurs terroristes neutralisés, y compris le renommé Abou Ouzaifa dit Hugo. Ce terroriste étranger de grande renommée, auteur de plusieurs exactions sur les populations civiles innocentes et des attaques contre les forces armées des pays de l'AES et des forces étrangères, était recherché depuis plusieurs années. Pour rappel, sa tête avait été mise à prix à 3,4 milliards de francs CFA par le département d'État américain pour sa responsabilité dans la mort de 4 soldats des forces spéciales américaines lors d'une violente embuscade à Tongo Tongo au Niger en octobre 2017. Les Fama ont réussi à le neutraliser là où les plus grandes puissances n'ont rien pu faire pour l'arrêter et mettre fin au massacre dont il est l'auteur. Après plusieurs mois de traque et une stratégie savamment mise en place, l'opération est une réussite. Les Fama ont rendu justice à ces milliers de familles endeuillées et détruites par ce sanguinaire. Grâce à un spectaculaire coup de maître tactique des Fama, ce tyran des sables qui se croyait invincible servira de leçon. Et pourtant, le ministre de la Défense, colonel Sadio Kamara, avait prévenu. Hugo n'a pas écouté le message et les autres sont avertis. Soyez sûrs de ne jamais retrouver le repos. Du moins, jusqu'à ce que nos bombes et nos troupes d'assaut vous traquent et vous envoient vers le repos éternel. Message on ne peut plus clair. Voyons maintenant le bilan global de cette opération Djougounini, opération spéciale des Fama, bilan lu ici par Abdoulaye Sakou. L'état-major général des armées présente à l'opinion le bilan matériel de l'opération des Fama du 21 avril au 3 mai 2024 dans le secteur de Indeliman. En plus de la neutralisation de plusieurs terroristes, y compris le renommé Abou Ouzaifa dit Hugo, le 28 avril 2024, le bilan matériel se présente comme suit. Moyen roulant, un camion, un Mensi Fama enlevé lors de l'attaque de l'Abbé le 3 décembre 2023, 2 Toyota civils, 2 tricycles, 5 motos, armement et munitions, un canon de 75 mm, une mitrailleuse 12-7, un mortier de 60 mm, un LRAC sur chariot, 2 canons LRM, un PKM, 7 PM, 4 rampes de lancement obus artisanal, 6 chargeurs garnis de 7.62, 3 chargeurs vides de PM, 3 obus de mortier 60 mm, 368 cartouches 7.62 L en vrac, divers, 15 radios sans chargeur, 6 chargeurs de Motorola, 4 pneus de 11 sur 20, 3 pneus de 255 sur 1000 R16, 5 panneaux, 2 batteries EEE 150 A, 17 pneus de moto, 112 filtres à huile, 4 filtres à air camion, une jante de camion, un radiateur pour camion. L'état-major général des armées félicite les Fama et rassure que la recherche et la destruction des refuges terroristes continuent. C'est quand même impressionnant, une réaction rapide sur ces images-là que vous venez de voir, mon colonel. Ok, monsieur Dambélé, merci beaucoup. Donc, comme on peut le voir sur la première image, on voit déjà dans un premier temps comment la dite mission même s'est déroulée, depuis l'organisation jusqu'au déploiement des Fama. Et on voit aussi sur l'image, c'est-à-dire
dans quelles conditions météorologiques nos vaillants femmes ont vraiment exécuté cette noble tâche avec vraiment bravo. Et on voit la stratégie mise par les forces de défense et de sécurité pour traquer ce terroriste Abou Zeifa alias Ego. Et ça montre déjà que vraiment les FAMA continueront à traquer ces leaders et tous ces acolytes jusqu'au dernier retranchement. Quant à la deuxième image, le bilan. Ça c'est le bilan déjà. Oui. Donc ça illustre un peu l'autre image. C'est-à-dire avec tel bilan, je pense qu'il n'y a pas de commentaire à faire. Moussa Acharatoumane, Bon, c'est quand même des images impressionnantes. Hein. Oui, très impressionnante. Bon, déjà sur le bilan, en plus de ce qui a été annoncé par les forces de défense et de sécurité, des informations qui nous remontent du terrain, parce que les populations ont un peu circulé dans la zone après le départ de l'opération. Ils ont constaté effectivement qu'il y a même des camions et d'autres véhicules, des motos détruites qui ont été retrouvées sur zone. Apparemment, il y a aussi du cache de carburant et tout ça là qui a été récupéré par les forces de défense et de sécurité. Donc c'est quelque chose d'assez soulageant, parce qu'on a mis fin en réalité à beaucoup de bases que ces gens-là avaient dans cette zone-là. Maintenant, par rapport au premier reportage sur Abou Zeifa de Hugo, c'est un grand soulagement pour nous, surtout qui sommes de cette zone-là, parce que Dieu seul sait que ce sanguinaire-là, il a fait du mal, il a fait trop de mal à nos populations. C'est des milliers et des milliers de populations, des veuves et des orphelins aujourd'hui qui sont victimes de ces messieurs-là. Et quand l'annonce de sa mort a été faite, vraiment, c'est un ouf de soulagement pour l'ensemble de ces populations-là. Ce qu'il faut aussi savoir de Higo, c'est que c'est un des derniers vétérans du djihad dans cette région. Parce que Higo, il fait partie, comme Aboul Walid Sahraoui, Abdel Hakim, Mokhtar Ben Mokhtar, Abou Zeid, tous ces gens-là, il fait partie de ce club-là quand ils sont arrivés dans les années 2000 chez nous. Et c'était l'un des derniers survivants de cette nébuleuse dite de l'État islamique, Daesh communément, comme on l'appelle. Donc c'est vraiment un succès énorme. Un succès énorme, je ne sais pas si nos concitoyens s'en rendent compte, mais je pense qu'avec la publicité autour de la neutralisation de ces messieurs-là, beaucoup de gens commencent à comprendre que les femmes ont frappé le haut même de la pyramide de l'État islamique. On va parler essentiellement de cette opération dans cette émission. Le lieutenant-colonel Youssouf Diakité, vous qui avez participé à la planification et à l'exécution de cette opération, dites-nous d'abord où se situe cette zone de cachette du terrorisme, un élément de la zone des trois frontières. La dite zone qu'on appelle Dangarous est située au sud d'Indelman, qui fait partie de la région de Ménaka. Cette zone déjà est connue comme étant vraiment l'ennemi du terrorisme. C'est sur base des renseignements bien définis qu'on a vraiment pu déceler la position de ce leader-là. Ici, on remercie beaucoup nos services de renseignement qui, pendant des jours et mois, vraiment nous fournissaient des renseignements fiables qui nous a permis vraiment de neutraliser les dits terroristes. Ok. C'est une zone difficile, hein, une zone très difficile. Vous avez certainement étudié les terrains avec les renseignements que vous avez avant de faire la planification. Quel était l'objectif recherché de cette opération? Est-ce que c'était uniquement pour neutraliser Abou Zeifa ou bien il y avait d'autres cibles derrière? Certainement pas. Ce n'est pas seulement pour neutraliser Abou Zeifa. Abou Zeifa, effectivement, il fait partie de nos priorités. Notre objectif, c'est vraiment bouter tout ce qui est terrorisme sur le territoire malien. Donc ça va passer sur vraiment les chefs terroristes et tous ceux qui les suivent. Donc en conclusion, ce n'était pas une opération qui était seulement destinée à la neutralisation de Abou Zeifa alias Ego. Il faisait partie de nos priorités. Et aussi tout ce qui pouvait être autour de lui. Parce qu'il faut comprendre déjà que dans ce secteur, il y en a beaucoup encore. Alors, la planification d'une opération d'une telle envergure prend combien de temps si ce n'est pas un secret? Comment ça se passe? Bon, pour cette question, je pense que, comme vous l'avez dit, c'est une question secrète. Parce que la planification des opérations militaires, vraiment, on ne peut pas trop parler. Sinon, on ne peut pas parler sur la durée. C'est vraiment top secret. D'accord. Et vous aviez tous les moyens à votre disposition pour mener à bien cette opération? Tous les moyens étaient mis à notre disposition vraiment pour la réussite de cette opération. C'est toutes les entités de l'armée qui ont participé à cette opération. Donc, raison pour laquelle on dit que c'est une opération aéroterrestre. L'armée de terre et l'armée de l'air.
tout ce qui est sur terre et l'armée de l'air. C'est la somme de tout le monde. Okay. Alors, on a bien compris. Moussa Aga Ashratman, vous êtes ressortissant, je l'ai dit, de la région de Ménaka. Je le disais, c'est une zone difficile d'accès, difficile par rapport aux conditions climatiques. On a vu un peu la localisation sur la carte, avec des conditions climatiques très dures, je le disais. Ajoutez à cela cette menace terroriste qui plane sur la zone. Comment vivent les populations dans toutes ces conditions-là? Bon, les populations vivent malheureusement depuis plusieurs années difficilement, parce que qui connaît l'État islamique, qui connaît Daesh, que c'est une organisation qui règne par la terreur. C'est-à-dire les règles de fonctionnement de base de cette organisation, c'est de terroriser les populations, vraiment la terreur à l'extrême, pour les soumettre. Et c'est exactement ce qu'ils ont fait dans cette zone-là, parce que les faits d'armes qu'ils ont fait contre les populations dans cette zone, autant nigériennes que maliennes, même burkinabées. Pourquoi ils se sont installés dans cette zone? Parce que l'État islamique, que ce soit au Sahel ou au Moyen-Orient, c'est exactement la même chose. Ils essayent toujours de s'installer dans des zones frontalières qui leur permettent d'être à cheval sur plusieurs pays. Ce n'est pas un hasard qu'ils se sont installés dans cette zone dite des 3 frontières. Parce qu'en s'installant dans cette zone-là, stratégiquement, ils ont accès au Niger, au Burkina et au Mali en même temps. Et comme ils savent que souvent les États sont limités par leurs frontières, ils ne reconnaissent pas de frontières. Pour eux, la terre appartient à Allah. Et ce qui fait qu'il faut frapper le Niger et le lendemain se retrouver au Mali, peut frapper le Mali, le surlendemain se retrouver au Burkina. Et c'est comme ça qu'ils ont régné malheureusement depuis plusieurs années. C'est pour ça que j'ai salué cette initiative de la création de l'Alliance des États du Sahel, parce que tout simplement ça met fin justement à cet handicap qui a toujours empêché à nos armées, c'est-à-dire vraiment de poursuivre ces ennemis-là au-delà même de leurs frontières. Et c'est exactement ce qui est en cours aujourd'hui, parce que j'ai suivi la dernière fois l'attaque qui s'est passée contre les camps de l'Abzanga au Mali, quand les forces armées maliennes ont été attaquées. Vous avez vu dans la communication après, et c'est l'armée nigérienne qui a été la première même à venir au secours de nos soldats, avant même que les autres militaires maliens arrivent. C'est ça, au fait, le côté positif, en réalité, de cette synergie d'action qui est en train d'être créée entre les différentes forces de cette zone. Et pour mettre fin à l'État islamique aujourd'hui, on ne peut pas faire l'économie de cet exercice-là. Mais au-delà de cela aussi, il faut avoir aussi les communautés et les populations avec soi. La force de notre armée, ça va être sa capacité aujourd'hui à faire en sorte que les populations se sentent en confiance. Et quand les populations sont en confiance, ils donnent des renseignements. Parce qu'aujourd'hui, le cœur de ce problème dans cette zone des 3 frontières, c'est qui va s'accaparer de la sympathie des populations. C'est pour ça que les terroristes aussi jouent beaucoup là-dessus. Quand vous regardez l'État islamique, la pyramide en haut, ce n'est que des étrangers. C'est comme Higo, c'est Aboul Walid Sahraoui, Abdel Hakim, tous ces gens-là qui ne sont pas du coin, qui viennent d'ailleurs. Mais quand ils viennent, ils savent que pour rester dans cette zone-là, il faut s'appuyer sur les communautés. D'où le fait qu'ils essayent rapidement de recruter parmi des communautés bédouines ou qui vivent dans la brousse et tout ça, qui sont souvent à la périphérie de nos États. Et ils mettent même ces locaux-là souvent au devant de la scène. Donc il faut que nos autorités, je pense que c'est le cas aujourd'hui, la réflexion en tout cas elle est en cours, il faut l'approfondir. Aujourd'hui, plus on va créer de la complémentarité avec les populations, mieux nos opérations vont se passer. Et la preuve en est là, comme il l'a dit. Aujourd'hui, les populations se sentent de plus en plus en confiance. Les populations collaborent, ils donnent des informations à leurs forces de défense et de sécurité. Et ils voient aussi que l'armée, de plus en plus, est en train de se déployer dans cette zone. Le fait que les populations voient pour la première fois les forces de défense et de sécurité qui viennent dénicher ces genres d'individus qui se sont vraiment installés dans cette zone comme des rois. Comme vous l'avez fait tout à l'heure dans les reportages, vous voyez que le gars, il a même du poisson frais, tellement qu'il est à l'aise. Il paraît même qu'il vivait avec des frigos, avec des canettes fraîches, il avait des wifi, il avait des plaques solaires, il avait entre 3 et 4 femmes. Vous voyez comment ces gens-là étaient à l'aise pendant toutes ces années-là. Et avec cette opération-là, on vient de leur porter un coup fatal. Et ce n'est pas la première. Malheureusement, comme c'est Hugo, c'est un étranger, on en parle beaucoup. Il y a un autre chef de l'État islamique que l'armée malienne a neutralisé le 21 janvier 2024, plus précisément à Inaraben, un certain Abdulwahab Ould-Chorib. Et ce monsieur-là, c'était quelqu'un d'extrêmement important. Pourquoi? Parce que c'était la colonne vertébrale qui liait l'État islamique aux communautés locales. C'est lui qui soumissait les communautés, c'est lui qui récupérait la zakat, c'est lui qui faisait les accords entre les communautés et cette nébuleuse-là. Et depuis que les forces armées maliennes, grâce à une opération terrestre, j'ai suivi la communication après que les femmes ont fait là-dessus, quand ils ont frappé ces messieurs-là, et dans ce village-là, ils ont coupé les cordons ombilicaux qui lient cette organisation criminelle à une bonne partie de
communautés locales. Finalement, même les populations ont compris maintenant que les choses ont changé et que l'État aujourd'hui est en train de reprendre pied dans cette région, que les forces de défense et de sécurité sont en train de reprendre pied dans cette région. Et un autre chef aussi a été neutralisé. Avant celui-là, c'est un certain Alouane qui a été frappé cette fois-ci au nord de Menaka et avec une frappe de drone. Et tout ça, ces 3 opérations montrent en réalité qu'aujourd'hui, l'armée malienne a des nouvelles capacités qui lui permettent non seulement de mener des frappes de drones contre des cibles bien déterminées, de faire des opérations aéroterrestres qui permettent de mener des opérations contre des gens comme Abdul Wahab dans leur village. Et il ne s'attendait absolument pas à grand-chose. Il est surpris, il est frappé, lui et ses lieutenants. Et la dernière opération, c'est celle-là, terrestre, combinée avec l'armée de l'air, pour aller neutraliser Hugo. Donc tout cela, en réalité, prouve aujourd'hui que l'armée malienne a franchi un cap extrêmement important. Ce qui fait qu'il peut frapper partout les ennemis de la nation. On va parler de cette montée en puissance de l'armée malienne en fin d'émission, mais revenons sur le déroulement de cette opération qui a conduit à la neutralisation de Hugo. Mon colonel, est-ce que dans la progression, les troupes ont déjoué des embuscades, est-ce qu'il y a eu des échanges de tirs, est-ce qu'il y a eu des combats lourds au cours de cette opération? Bien sûr, quand un tel leader terroriste vient d'être tué, ça c'est évident qu'on ne peut pas l'atteindre comme ça très facilement. Et quand on regarde la vidéo, ça a été dit. Effectivement, nos hommes, ils ont eu à neutraliser, ou bien à franchir des embuscades et pour pouvoir les neutraliser. Donc, il n'a pas été neutralisé de façon très simple, mais vraiment, c'était une opération tellement organisée. Il y a eu de la résistance. Il y a eu de la résistance, bien sûr, mais tellement c'était bien planifié avec les renseignements bien. Donc, on était à l'aise. On était vraiment à l'aise dans cette opération. D'accord. Oui. Moussa Acharatoumane, généralement, quel est le mode opératoire de ces gens-là, de ces terroristes-là, dans ces zones difficiles? Comment ils opèrent? Vous savez, les terroristes, par définition, ce sont des gens qui essayent toujours de surprendre. C'est-à-dire qu'ils attaquent toujours avec l'effet de surprise. Et là, c'est eux qui ont été surpris par l'armée malienne. Exactement. C'est-à-dire qu'on a inversé les rôles. Ce qu'ils faisaient avant, maintenant, c'est la même chose que l'armée malienne est en train de les faire. Du coup, c'est les terroristes qui sont terrorisés. Exactement. Les terroristes sont terrorisés parce que tout simplement, ils se rendent compte qu'au fait, les FAMA viennent les frapper là où ils s'attendent le moins. Et de la manière vraiment la plus professionnelle. Parce que comme il le disait tout à l'heure, ce que les sources qui me remontent du terrain, c'est que les FAMA sont venus de tous les côtés. Ils sont venus de la zone de Labzanga, de la zone d'Ansongo, de la zone de Menaka, ce qui fait que quand vous prenez cette zone-là, au fait, les opérations des FAMA sont venues de tous les côtés. Ce qui fait que les gars, ils étaient encerclés et finalement, c'était sauf-kippé. Et c'est ce qui a fait que, comme il l'a dit, il y a eu tous ces bons résultats. Je voulais aussi revenir sur le fait que moi, j'ai analysé les images de la mort de Hugo. Quand vous regardez les images de la mort de Hugo, vous allez voir qu'il n'y a pas de goutte de sang sur son corps. C'est extraordinaire. Mais je vais vous expliquer. L'État islamique, ce sont des gens qui prennent une drogue. Quand tu la prends, ça te donne une sensation de confiance, ça te donne un optimisme, ça te donne une sensation de puissance surréaliste qui fait que les risques, tu les minimises par 0. Et quand tu prends cette drogue-là aussi, on peut te mettre autant de balles que tu veux, il n'y aura aucune goutte de sang. Donc ce monsieur-là, malgré qu'on lui a mis des balles dans la tête, dans le ventre, dans le corps, il n'y a aucune goutte de sang, hormis un peu de sang qui sortait dans sa bouche-là. Donc ça aussi, ce sont des choses qu'il faudra désormais prendre en compte. Ce n'est pas nouveau, hein. Moi je dis toujours aux gens, ce qui se passe chez nous, ça a des explications ailleurs. Il suffit de regarder comment l'État islamique s'est comporté au Moyen-Orient entre la Syrie et l'Irak pour avoir cette explication. Et puis aussi, chez nous aujourd'hui, l'État islamique, ce n'est pas que dans la zone des 3 frontières. Hein. Je sais que quand on parle de Nigeria, les gens pensent que c'est un peu loin. Mais aujourd'hui, les gens qui sont installés chez nous, ce sont les mêmes qu'aujourd'hui qui sont du côté du Nigeria. Ce qui fait qu'entre le Mali et le Nigeria, il y a le Niger, ils traversent toute cette zone-là. Et ils recrutent beaucoup dans ces zones, dans ces pays et tout ça. Tout le nord du Nigeria, aujourd'hui, ce sont ces gens-là qui sont présents là-bas. Vous avez souvent des attaques qui se font en Drambuka, en Enekar, en Menaka ou en Tsongo, et c'est mêlé par des gens qui ne parlent même pas français, qui parlent anglais. Donc c'est pour cela qu'il est extrêmement nécessaire, à ce qu'au-delà même des États du Sahel, que nos pays aussi essayent vraiment de pousser la coopération avec certains pays comme le Nigeria, comme la Libye aussi. Pourquoi la Libye? Parce que la plupart des armes qui sont utilisées aujourd'hui chez nous, comme vous le savez, depuis la crise libyenne, la Libye est devenue en réalité un magasin d'armement
à ciel ouvert. Et ces gens-là ont des liens jusqu'en Libye, ils ont des liens jusqu'au Moyen-Orient. Ce sont des choses qu'il ne faut absolument pas du tout négliger. Et puis être intransigeant sur tous ces gens-là à un moment donné, à cause de la non-présence de l'État ou bien la faiblesse de l'État qui ont fait croire à nos communautés, à nos populations que le Sali, c'est peut-être de s'allier ou d'avoir des accords avec des organisations comme Al-Qaïda ou comme Daesh. Je pense que l'État, dans tous ses démembrements, doit être intransigeant envers ce genre de personnes parce qu'ils font partie aussi de ceux qui ont gangréné ce mal-là et qui lui ont permis de prospérer, à telle sorte que même les quelques-uns parmi nous, qui ne sont pas très nombreux, qui ont tenu, malgré qu'on a massacré nos familles, nos communautés et tout ça, ces gens-là continuent ils nous ont même fait croire comme des gens en réalité que personne ne doit écouter, que personne ne doit suivre. Et que ces gens-là, l'État ne viendrait jamais au bout de ces gens-là. Il faut collaborer avec eux, il faut signer des accords secrets, il faut donner des informations. Et les opérations qui sont en cours actuellement, j'ai vu des téléphones portables et tout ça. Oui. Aujourd'hui, ça va permettre aux services de renseignement et aux forces armées de sécurité de dénicher justement la plupart de ces gens-là qui le jour viennent s'allier les FAMA et la nuit communiquent avec ces terroristes-là et leur donnent des informations. Et Dieu seul sait qu'il y en a beaucoup chez nous. Donc c'est un aspect aussi sur lequel on doit être très regardant. Okay. L'opération vraiment a été bien mûrie et exécutée. On a vu aussi les bilans. Dans les bilans humains, on note la neutralisation bien sûr de Abu Huzaifa de Hugo. Il était le plus grand chef militaire de Daesh, on l'a dit, dans la zone des 3 frontières, un des plus emblématiques leaders de cette nébuleuse. Vous l'avez écrit dans votre tweet, Moussa Aga Sratouman. Qu'est-ce qu'on peut savoir de plus sur cette cible de haute valeur? Vous dites qu'il faisait partie d'une fratrie de 5 jeunes, 5 personnes. Oui, bon, effectivement. Tous des terroristes. Oui, et justement, je voulais... Abdulwahab Ould-Chorib dont j'ai parlé, il a un frère qui s'appelle Youssouf Ould-Chorib, c'est le cadi de l'État islamique. Ils ont un autre frère qui s'appelle Dadi Ould-Chorib Abu Dardar. Ils ont un autre frère qui a été neutralisé au nord de Menaka, à Louane. Ils ont un autre frère, le dernier qui a été arrêté récemment, Habib. Pourquoi je parle de cette fratrie? Parce que cette fratrie, elle est des Innaraban. Innaraban, au fait, ce sont cette famille qui s'est transformée en titre des terroristes internationaux. Les terroristes internationaux ne parlent même pas la langue locale. Ils parlent des langues étrangères. Et quand ils viennent, ce sont ces gens-là qui les accueillent dans cette zone. Ce sont ces gens-là qui les hébergent dans cette zone. Et ce sont ces gens-là qui les mettent progressivement en contact avec les communautés. Et ce sont ces gens-là qui font les relais avec les communautés. C'est pour ça que je dis que l'opération du 21 janvier des forces de défense et de sécurité dans les villages d'Innaraban a mis fin presque à l'existence de ces gens-là. Même des Hugo qu'on arrive à neutraliser tout de suite. Pourquoi? Parce que tout simplement, les gens sous lesquels les Hugo arrivaient à vivre et à se cacher, ce sont des gens qui ont été neutralisés aujourd'hui par les forces de défense et de sécurité. Ils n'ont plus de titres, ils n'ont plus de couverture. C'est pour ça que j'insistais tout à l'heure pour dire que ce sont des choses sur lesquelles les autorités doivent être très, très, très regardantes. Innaraban, c'était la plaque tournante du djihad international qui voulait s'installer au Sahel. À partir d'Innaraban, on a planifié l'opération de Tongo Tongo pour aller tiller non seulement les forces spéciales américaines, mais aussi les forces spéciales nigériennes. C'est à partir d'Innaraban qu'ils ont planifié des opérations pour frapper à Tongo Tongo, pour frapper à Inates, pour frapper à Tin Ankof au Burkina, pour aller mener même des opérations jusqu'au Nigeria. Et le fait qu'aujourd'hui ce village-là a été ciblé et que cette fratrie est en train d'être neutralisée, vous allez voir progressivement maintenant, on va pouvoir mener des opérations qui vont nous permettre de neutraliser des gens comme Hugo. D'accord. Et Innaraban, est-ce que après la neutralisation de Hugo, l'opération se poursuit, l'opération Djougounini se poursuit toujours dans la zone, ou bien l'opération est terminée? L'opération continue. Quand je dis l'opération continue, c'est ce que j'ai dit, on ne cessera de traquer ces éléments-là jusqu'à leur dernière retranche, jusqu'à ce que cette sécurité vienne vraiment partout. Donc l'opération continue. On continue à les rechercher. D'accord. Est-ce que vous avez des nouvelles des lieutenants de Hugo dans la localité? Je pense que si on arrive à neutraliser, à tuer un tel leader terroriste, je pense que c'est avec ses lieutenants. Parce qu'un chef est toujours surveillé par ses lieutenants. Donc, c'est sûr que certains de leurs lieutenants ont été neutralisés. Parce qu'avant de l'encercler, on a eu, comme je viens de le dire, on a eu vraiment à neutraliser quelques éléments qui d'ailleurs sont probablement les lieutenants de Hugo.
Ok. On le voyait dans les images, on va les revoir. Il vivait quand même tranquille dans cette zone avec tous les conforts. Il mangeait, comme vous l'avez dit, du poisson. On l'a vu sur les images. Il manipulait le poisson frais. Il buvait de l'eau glacée, et des boissons en canette. Il avait même le Wi-Fi, vous l'avez dit, Moussa, avec des installations solaires. La question vraiment est de savoir comment les plus grandes armées du monde qui étaient là, avec toutes les technologies, n'ont pas pu découvrir la cachette de ces terroristes-là, Hugo, dans cette zone-là. Et chose faite par l'armée malienne aujourd'hui. Bon, c'est très simple, en fait. Moi, je fais partie de ceux qui ont toujours défendu la thèse selon laquelle le Mali ou le Sahel ne sera défendu que par ses fils. On peut amener les armées du monde entier, on peut amener les matériels de dernière génération, mais cet espace, ce coin, ce pays-là ne sera sécurisé que par ses fils. Il y a des choses que la technologie ne peut pas avoir. Il n'y a que des Maliens qui sont du coin, qui sont bien informés, qui peuvent avoir ce genre d'informations-là. Et c'est pour ça... Des panneaux solaires installés en plein désert, comme ça, vous savez, le désert, maintenant, ça se modernise de plus en plus. Hein. Les Wi-Fi satellitaires, maintenant, il y en a de plus en plus. Les gens utilisent beaucoup les plaques solaires et tout ça. Bon, les gens peut-être voyaient cette maison comme une maison ordinaire, mais je suis quand même surpris que malgré toutes ces années, avec toute cette technologie et cette puissance que ces armées-là avant, ils n'ont jamais su détecter là où ce terroriste international vivait. Il y a quand même des doutes à avoir là-dessus. Mais bon, moi, je ne suis pas surpris parce que je sais que ce travail-là, personne ne le fera à notre place. Quel qu'en soit le partenaire ou l'allié qui va venir chez nous, il ne va pas nous aimer plus que nous-mêmes. Il ne va pas aimer ces pays et ces populations plus que nous-mêmes. Chacun vient pour ses intérêts et ils ont toujours un temps donné. Les partenaires, ils viennent pour un temps donné. Mais nous, les Maliens, on est là. Je pense qu'on est aussi éternellement là. C'est-à-dire ceux qui vont se succéder de génération en génération. Il n'y a que ces gens-là, en réalité, qui peuvent avoir ce genre d'informations. Pour ça, je disais tout à l'heure, la force de l'armée malienne, c'est sa capacité à avoir ces populations avec elle. Et avant, la faiblesse qu'on a connue aussi, c'était ce pont-là qu'on n'avait pas assez. Aujourd'hui, Dieu merci, les populations sont en confiance et ils collaborent beaucoup avec les femmes. Vous avez travaillé, mon colonel, avec tous ces partenaires-là, je le disais, mais comment on n'a jamais vu cette cachette-là en plein désert? Et pourtant, il y avait des signes de vie. Hugo était là avec ses hommes, sa famille, il paraît, pendant toutes ces années-là. Vous savez, l'être humain nécessitera de progresser. C'est vrai, certes, le temps passé, il n'y avait pas peut-être toute cette volonté d'y aller avant. Mais cette fois-ci, je pense que les FAMA, et comme il a si bien dit, avec l'appui de la population, et sur base de renseignements bien définis, je pense que ce n'était pas aussi difficile comme ça de le détecter. Donc, si vraiment la volonté y est, je pense qu'on peut même aller loin. Et je suis sûr et certain, on va aller très loin encore. Inch'Allah. Oui. Vous pouvez voir des images en exclusivité des conséquences des actes de cet homme-là sur des animaux. On va voir, il était vraiment sans pitié, hein, et non seulement pour les humains, mais aussi pour les animaux. Vous allez les voir sur ces images. Voilà des bœufs, des moutons, des chèvres. Voilà. Carrément massacrés par ces hommes. On note aussi plus de 700 personnes qui ont été massacrées par cette nébuleuse-là. Et voilà, des milliers de bétail décimés. Et un mot sur la responsabilité que le terroriste a joué dans l'embuscade qui a coûté la vie à 4 éléments des forces spéciales américaines à Tongo au Niger. C'était en 2017. Là, je vous propose d'abord de suivre une courte séquence de cette attaque, une exclusivité au RTM. Right there. Wala dia ra ko sa soje do tetti soje jini hey hey ha we ra soje jini sa jira ni
Voilà. Réaction, Moussa? Je pense que les Américains ont découvert ce que les Nigériens et les Maliens vivaient depuis plusieurs années, quoi. Et depuis ce jour-là, je pense qu'ils ont compris qu'il y a un danger là. La menace est sérieuse. Voilà, elle est très sérieuse. Et vous avez des milliers de vidéos comme ça que ces gens-là ont fait quand ils attaquent. Parce que l'État islamique, c'est des gens qui communiquent beaucoup. Et ils communiquent, on dirait un film hollywoodien. Ils essayent vraiment d'atteindre l'esprit et la conscience des populations en faisant des choses spectaculaires. Et quand ils ont mené cette attaque-là, je me rappelle, Hugo, il a beaucoup de ces vidéos où il brandissait l'arme des Américains, comme ça, l'arme d'ailleurs qui a été récupérée par les forces armées maliennes. Il brandissait cette arme-là tout le temps, il menaçait les États-Unis, il menace le Niger, le Mali, le Burkina. Et à chaque fois qu'il passe aussi dans les campements où ils réunissent les populations, il leur dit, vous voyez, nous on a frappé même la première puissance mondiale, donc il faut que vous vous soumettez parce qu'il y aura que le califat de l'État islamique qui va être désormais là. Les Mali, le Niger, le Burkina, il faut l'oublier. Et même ça, je pense que ce sont des choses aussi sur lesquelles on doit désormais travailler. Au fait, dans cette guerre-là, il ne faut pas laisser les forces de défense et de sécurité seulement. Quand eux, ils travaillent, ils font des opérations comme ça et qu'ils ont des résultats. Après, les politiques, les développements, les religieux, les gens de bonne conscience doivent aussi prendre les relais pour rassurer les populations, pour apporter le nécessaire. Parce que quand on fait des efforts comme ça et qu'après ça ne suit pas, je pense que c'est l'une des lacunes vraiment qu'on doit désormais essayer de corriger, quoi. Okay. Parce que cette guerre, c'est la guerre de tout le monde. Il ne faut pas qu'on regarde les femmes seulement et qu'on les laisse seules. Cette guerre-là, ça nous appartient tous. Ces gens-là font véhiculer des messages de haine. Ils essayent d'instrumentaliser des pauvres populations. Ils essayent de faire comprendre à ces gens-là que celui parmi vous qui s'engage dans le califat et qui meurt, il va aller dans le paradis. Ce qui est un mensonge grotesque. Mais ça, ce n'est pas le travail des femmes, c'est le travail des religieux, des politiques, des responsables, des notabilités, des maires, des responsables locaux qui doivent aussi mener cette sensibilisation-là. Okay. Je rappelle qu'après la mort des militaires américains, le département d'État américain avait promis 5 millions de dollars, soit environ 3,4 milliards de francs CFA, pour tout renseignement conduisant aux acteurs de cette attaque. Est-ce que l'armée malienne a réclamé son argent? Parce que quand même c'est l'armée malienne qui a finalement neutralisé Hugo. Vous savez, ce n'est pas l'objectif de l'armée malienne. Nous, on a un objectif bien clair. Il s'agit là de poursuivre ces leaders-là, qui est cette proposition de l'armée américaine. Je pense que c'est pas trop, nous à notre niveau quand même, c'est pas trop notre souci. Notre souci vraiment, c'est vraiment éradiquer tout ce qui est terroriste sur le territoire malien. D'accord. Voilà. Moussa, l'armée n'a pas le droit de réclamer cet argent-là, les 3,4 milliards de francs CFA aux Américains, parce que c'est l'armée quand même qui a neutralisé les terroristes. Bon, je pense que là, l'État malien n'est pas au besoin près par rapport à ce genre de choses. Ce qui est important pour l'armée malienne et pour la nation malienne, c'est d'avoir neutralisé un ennemi de première portée qui a fait beaucoup de mal aux populations. Et l'armée, sa vocation première, c'est de servir les populations et de les mettre en sécurité. Et je pense que cet exploit-là, il vaut mieux que les 5 millions de dollars. C'est vrai que les Américains ont mis la tête de ce monsieur à prix. Il n'est pas le seul. Il y a Issa Barré, il y a Doudou Tchefou, il y a on peut le voir sur la carte. Voilà, ils sont là. Par exemple, il y a les familles Issa Barré, il y a Eliassou Djibo, lui, il est mort. Il y a Issa Djimarou, je pense qu'il est toujours vivant. Donc, tous ces gens-là, en réalité, leur tête est mise à prix. Bon, ça, c'est les Américains parce qu'ils ont tué leurs citoyens. Quant aux Maliens, nous, on a eu plus de morts que quiconque. Je pense que si une récompense doit se faire, nous, on ne pourra pas les calculer à 5 millions de dollars, ça va être plus. Bon, bref, ça c'est des trucs entre États. Nous, le plus important pour nous en tant que citoyens maliens, c'est qu'un de nos pires ennemis a été neutralisé. Et félicitations à tout le monde pour ça. Alors, revoyons maintenant, quand on voit le bilan humain, le bilan matériel, selon vous, quelle importance particulière revêt cette élimination pour vous? C'est un signal quand même. Très fort, un signal très fort, importance de haute portée, parce que comme il l'a dit tout à l'heure, en fait, ces gens-là, ils ont fait
trop de mal. Au fait, au-delà même de massacrer les populations, ils ont détruit l'économie. Ils viennent dans des villages, ils rasent tout, ils brûlent les marchés, ils incendient le peu de marchandises que les gens ont, ils empoisonnent les pluies, ils enlèvent les animaux des gens. Ils sont en train d'appauvrir les populations, vraiment de les réduire presque, je m'excuse de l'expression, mais presque à l'esclavage. Donc c'est vraiment un ouf de soulagement aujourd'hui pour l'ensemble de ces populations-là de voir un tel messie être neutralisé. Tout le monde est content. Par contre, j'aimerais aussi revenir sur le fait que ces derniers temps, il y a des gens qui essayent de créer des polémiques là où il n'y en a pas. Ils parlent du MSA, ils parlent du Gatia, ils parlent de ceci, ils parlent de cela. Aujourd'hui, pour nous, en tant que Maliens, ce qui est le plus important, c'est qu'on a pu neutraliser ces terroristes-là. Et l'opération qui a été faite, c'est une opération de forces de défense et de sécurité maliennes. Maintenant, les relations localement avec des groupes comme les MSA et les Gatia, c'est connu de tout le monde. Ce sont des mouvements qui sont auprès des FAMA et avec lesquels ils collaborent depuis plusieurs années. Maintenant, ceux qui essayent de créer des polémiques, on connaît leurs intentions. Mais cette victoire, les forces de défense et de sécurité l'ont eu, le peuple malien l'a eu, et bravo à tout le monde, quoi. Une question sur une réaction sur cette polémique qui ne dit pas son nom, selon Moussa. La collaboration avec les mouvements qui sont sur le terrain et avec les populations aussi locales. Oui, dans l'ensemble, nous, on ne connaît pas de MSA, de tel. L'ensemble de toutes ces entités constituent les FAMA. Et c'est les FAMA qui ont planifié cette opération et l'ont exécutée. Donc, avec, bien sûr, l'aide de la population. Donc, je pense qu'il n'y a pas de polémique sur ce point. Comme il a si bien dit. C'est les FAMA. Okay. En tout cas, cette victoire des FAMA a été l'occasion de booster une fois de plus le moral des troupes, mais quelque part aussi, elle est la preuve, oui, de la montée en puissance des FAMA. C'est en tout cas le point de vue de l'analyste Boubacar Bokoum que je vous demande d'écouter. Je connais bien l'homme pour avoir une réputation de dangereux terroriste, et chef d'organisation du Moujaou et effectivement un grand militaire stratège du Daesh. Ce qui fait qu'effectivement dans la zone des 3 frontières, notamment dans la zone de Tongo vers Ansongo, Tatalay et tout ça, c'était l'enfer pour les différentes populations de cette zone, ne serait-ce qu'à entendre le nom de Abou Ouzeifa. Donc aujourd'hui, que l'armée malienne ait pu mettre fin à sa course, c'est d'abord une fierté, parce que vous n'êtes pas sans savoir qu'à un moment donné, le département d'État des États-Unis avait mis sa tête à prix. Et aujourd'hui, une personne autant recherchée pour autant de crimes, qui se retrouve être neutralisée par l'armée malienne, j'avoue que c'est une fierté. C'est un coup terrible. L'armée malienne mérite d'être félicitée parce que les opérations engagées sur le sol et dans les airs pour le traquer montrent à suffisance le professionnalisme et la détermination de notre armée à mettre fin à la course de ce personnage qui est Abou Ouzeifa. Le mouvement est déstabilisé pour très longtemps encore. Ce n'est pas terminé. Il faut rester sur ses gardes. L'analyste Boubacar Bokoum était au micro de Haridjouma Tina. Une réaction? Effectivement, ce qu'il a dit, c'est effectivement ça. Parce que c'est vrai, généralement, quand on frappe un coup comme ça, l'ennemi essaie toujours de se réorganiser pour se venger. Donc on connaît déjà comment ça va se passer. Donc raison pour laquelle j'ai dit l'opération continue et ils n'auront pas ce temps de réagir. Est-ce que le groupe de Hugo a encore les moyens de renaître après cette débat? Ces organisations-là, malheureusement, le constat est qu'à chaque fois qu'un chef est éliminé, il les remplace tout de suite par un autre. D'où la nécessité à ce que les opérations continuent et que la pression continue. Il ne faut surtout pas leur donner le temps ni de respirer, ni de se préparer, ni de se réorganiser. Parce que ce sont des gens en 2018 qui ont été affaiblis de la même manière. Mais par la suite, on a vu tout de suite qu'ils se sont réorganisés parce que tout simplement la pression n'a pas continué. Donc il faut qu'on apprenne aussi de nos insuffisances pour désormais les corriger. Il faut que la pression continue. Parce que quand il y a eu ces opérations à l'ouest de Ménaka, tout ça, on a vu qu'ils ont tous en train maintenant de remonter vers l'est de Ménaka et le nord de Ménaka. Il faut que maintenant les forces de défense et de sécurité continuent le bon travail qu'ils ont commencé. D'accord. Alors, mon colonel, le mode opératoire, on a vu, a quand même changé au niveau des FAMA. Vous n'êtes plus dans les opérations défensives maintenant, vous êtes dans les opérations offensives. D'où le nom monté en puissance. D'accord.
Quand on monte, ça veut dire qu'on est plus statique. Donc, il n'y a pas d'autre réponse pour cette question. C'est la montée en puissance. Ça confirme ce que ce mot-là veut dire. Donc, on va jusqu'au dernier retranchement de ces gâtes-là. D'accord. Voilà. On a vu aussi, Moussa parlait de ça, cette collaboration avec les États de l'AES. Est-ce qu'à ce niveau aussi, il y a une montée en puissance des trois pays? Il y a des opérations conjointes qui sont en prélude. Voilà, je ne peux pas trop m'aventurer dans ce débat. Mais quand on met une telle alliance, je pense qu'il va y avoir des actions communes. Donc, c'est en cours. D'accord. Voilà. Alors, on a vu quand même que sur le théâtre des opérations, il y a beaucoup de succès ces derniers temps. Rappelez-nous quand même quelques succès au-delà de la mort de Hugo, de l'opération Djougounini. Les autres opérations, est-ce que vous avez quand même noté d'autres succès? Oui, on peut en parler. Exactement, comme il a si bien dit, ce n'est pas une première. Donc peut-être c'est celle qui a eu plus de noms, qui représentait l'homme même. Sinon, il y a eu beaucoup de leaders qui ont été neutralisés dans le secteur de Tombouctou, Niamfunké, et au centre, c'est-à-dire vers Sévaré, Massina. Donc il y a eu beaucoup de chefs qui ont été neutralisés dans le temps. Voilà. D'accord. Moussa Aga Saratouman, on peut dire que la paix a changé de camp aujourd'hui, l'ennemi est en déroute. Bien sûr, la paix a changé de camp grâce justement à cette métamorphose positive des forces de défense et de sécurité qui sont aujourd'hui en train de monter, comme il l'a dit, en puissance. Parce qu'aujourd'hui, l'armée malienne est redéployée dans des zones où elle n'était pas ces 10 et ces 15 dernières années. Tout cela prouve aujourd'hui qu'elle a de nouvelles acquisitions qui lui permettent effectivement de se déployer beaucoup plus loin, beaucoup plus fort. Et c'est ce qu'on est en train de constater. Les succès, bon, je pense que tout le monde suit à longueur de journée les opérations qui sont menées par les forces de défense et de sécurité. Mais tous, j'aimerais simplement que les populations maliennes comprennent que cette guerre-là, tout le monde doit y contribuer. Il ne faut pas qu'on laisse nos forces de défense et de sécurité seules. On doit les aider, on doit les accompagner en les fournissant des renseignements, en les aidant, en identifiant les gens qui sont de mauvaise foi, en permettant aussi d'avoir accès à des renseignements peut-être que les militaires ordinaires n'ont pas, en sensibilisant aussi même ceux-là qui font du banditisme ou du terrorisme, pour essayer de déconseiller beaucoup de gens de rester dans cette aventure-là. Et il y a tout un travail à faire. Tout ne peut pas reposer sur les militaires. Et malheureusement, je constate que dans notre pays, la plupart de nos concitoyens n'ont pas pris conscience de ça. Les militaires, il a des capacités, mais sa force, c'est sa population. Et cette population doit jouer son rôle. Il ne suffit pas d'écrire sur les réseaux sociaux, de venir à Bamako et d'applaudir les femmes en montant en puissance. Ça ne suffit pas. Il faut qu'on contribue et chacun, là où il est, quelque part sur les 1 241 238 km² du territoire malien, peut aider les forces de défense et de sécurité à réussir la mission. Parce qu'un État, un pays, une nation, c'est d'abord son armée. Quand on n'a pas une armée forte, quand on n'a pas une armée présente partout, on ne pourra ni étudier, ni scolariser, ni soigner, ni faire quoi que ce soit. Donc vraiment, moi, c'est ces messages-là que j'aimerais lancer à l'ensemble de nos concitoyens. D'accord. Un appel à vos compatriotes, nous sommes pratiquement au terme de cette émission. Je lance un appel solennel à tous les ressortissants, toutes les populations de tous les secteurs, vraiment à contribuer en aidant les femmes, c'est-à-dire par les renseignements. C'est-à-dire les renseignements nous aident beaucoup et que je remercie nos hautes hiérarchies qui vraiment nous assistent jour et nuit, qui nous donne tout ce qu'on a besoin pour vraiment mener une telle opération. Et tout ce que l'État nous donne, ça a vraiment son impact dans ces opérations. On remercie l'État par rapport à tout ça là. Et merci à tout le monde. Merci bien. Un message fort. Dernier message fort pour la population et pour les femmes. Bon, les femmes, d'abord, vraiment mes encouragements, mes remerciements, vraiment pour tout le bon travail qu'ils sont en train de faire. Je pense qu'ils ont besoin de
comme je le disais tout à l'heure... Là, c'est les membres du CNT qui parlent. Oui, du soutien de nous tous. Et je pense que nous, au CNT, nous, à Menaka, à Gao, à Kidal, un peu partout sur le territoire national, nous sommes vraiment derrière et nous sommes devant et nous sommes derrière et nous sommes avec eux. Je pense qu'ils sont en train de faire un travail extraordinaire et on doit tous vraiment converger vers ça et les accompagner parce que la réussite des forces de défense et de sécurité, c'est notre réussite pour qu'on puisse avoir un havre de paix où on va dormir, on va travailler, on va s'épanouir. Donc on doit mettre les paquets pour ça. En tout cas, une très bonne complicité entre les FAMA et les populations. C'est ce qui met fin à ce débat spécial question d'actualité avec comme invité le lieutenant-colonel Youssouf Diakité de l'état-major général des armées et Moussa Ag Asharatouman, les membres du Conseil national de transition et secrétaire général du MSA. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Mesdames et messieurs, merci de votre fidélité à notre antenne. Grand merci à toute l'équipe de production dirigée par Diakaridja Kone et à l'équipe de coordination dirigée par Sira Bachili. Merci de votre fidélité à notre antenne. Unis, nous vaincrons. Bonsoir.